Bonjour à toutes et à tous. La crise sans précédent qui s'abat sur le monde, telle une tornade, un tsunami, n'est pas une fatalité. Elle est bien réelle et touche de plein fouet notre pays, nos entreprises, nos familles. Vous en êtes sûrement victime, la propagation du virus et l'annonce du confinement quasi total ont provoqué dans nos entreprises une crise que nul n'avait vu venir. Avec la fermeture des écoles, notre outil de production s'est enrayé, la capacité de nos fournisseurs à assurer les livraisons s'est réduite. S'ensuivent de nombreuses annulations de commandes clients, sans compter celles et ceux qui se demandent s'ils ont le droit ou pas de rester en activité. Quelques actions et annonces ont été faites par le gouvernement ces derniers jours pour aider les entreprises à faire face à la situation. Les banques ont également été mises à contribution. Mais concrètement, quelles actions lancer en priorité? Au-delà des annonces, quelles sont les réelles mesures dont peuvent bénéficier les entreprises? Chef d'entreprise moi-même, j'ai croisé des copains, également entrepreneurs, depuis la fin de la semaine dernière, dont certains étaient déjà en difficulté suite aux opérations des Gilets jaunes. Aujourd'hui, la survie de leur boîte, de nos boîtes, est plus qu'hypothétique. Boss to Boss est une plateforme collaborative de dirigeants qui accompagne de manière spécifique les clients dans leur réflexion stratégique. Aujourd'hui, ce n'est pas spécialement de cela dont nous voulons parler. Nous souhaitons simplement, suite à des appels de clients en détresse, essayer de diffuser des informations, des bonnes pratiques et des retours d'expérience pour dire aux dirigeants, aux entrepreneurs, ceux qui sont isolés en premier lieu, qu'ils ne sont pas tout seuls. Alors nous avons donc eu cette idée de rassembler celles et ceux qui se posent des questions, qui ont envie de partager pour trouver des solutions, déclencher des actions avec un but: sauver les emplois, assurer la pérennité ou la survie de leur entreprise. Nous sommes 130 dirigeants connectés. Avant de remercier celles et ceux qui ont pu rendre cette matinale possible, je vous communique les règles du jeu pour que cette heure que nous allons passer ensemble se passe sous les meilleurs auspices. Premier point, merci de bien vouloir couper votre micro. Cela va éviter les blancs intempestifs et de l'écho. Pour autant, cela ne va pas vous empêcher d'interagir avec les intervenants. Il y a un chat sur la droite de votre écran qui vous permettra de poser des questions en temps réel. N'hésitez pas, nous consacrerons la dernière partie de la table ronde à poser les questions que vous avez posées et que vous aurez rédigées pendant la table ronde. Avant de passer la main à Florence Lenevé, rédactrice en chef adjointe de la Lettre API, pour l'animation de ce Meetup Café du Boss, je tiens à remercier dans un premier temps mes associés qui m'ont suivi dès le début. Je remercie aussi nos partenaires techniques EFI-Connect et LifeSize pour la mise à disposition de cette plateforme. Enfin, certains réseaux ont trouvé important de relayer l'information à tous leurs membres. Merci au réseau Entreprendre Atlantique et à NAPF en particulier. Sans compter l'investissement et la confiance dans le projet témoigné par Stéphane Dairel, dirigeant de la Lettre API. Merci à vous tous et aussi merci aux intervenants qui n'ont pas réfléchi plus de quelques secondes avant de s'engager à nos côtés. Florence, je vous laisse les présenter. Bon Meetup Café du Boss à tous. Florence, je pense qu'on ne vous entend pas. Et oui, voilà, j'ai oublié de rebrancher mon micro. Je disais donc, oui, contexte un peu particulier, comme l'expliquait Sébastien, format un peu particulier, puisque on est tous à distance ce matin. Alors, on aura peut-être un petit peu moins d'interactivité de ce fait-là, mais on est là pour vous apporter le maximum de réponses dans ce contexte particulier, vous montrer que les banques, vos conseils sont à vos côtés pour vous aider à passer cette période un peu compliquée et que vous soyez en capacité de redémarrer le plus rapidement possible quand on sortira du confinement. Alors, je vous propose de vous présenter nos intervenants qui ont accepté de jouer le jeu de cette formule totalement inédite, ont pris le temps sur leur emploi du temps qu'on imagine bien chargé. À mes côtés, donc, Mathieu Desfresnes, directeur régional de BPI France pour les Pays de la Loire, Maurice Bourrigaud, directeur général de la BP Grand Ouest, Laurent Malek, directeur engagement au CIC Ouest, Bertrand Cristalini, expert comptable associé
au sein du cabinet EFC, Jean-François Yerle, avocat associé chez Fidal, directeur du département droit des sociétés, et 2 dirigeants d'entreprise, Karine Chénaud, la présidente de la société Lambert Manufil, et Vincent Galzin, président de la société nantaise de manutention, qui nous feront part de leur expérience dans ce contexte un petit peu particulier. Alors, je vais commencer avec vous, Mathieu Desfresnes, BPI France étant la banque publique d'investissement. J'imagine que vous êtes en première ligne dans le dispositif, que la mobilisation est totale chez vous. Bonjour à tous. Alors effectivement, BPI France, mais comme je crois tous les acteurs économiques sont sur le front, si je puis dire. Avant de détailler nos différents dispositifs, je voulais évidemment vous assurer de la totale implication, la totale disponibilité de tous les collaborateurs de BPI France. Je pense que tout le monde ici réuni a passé une bonne partie de sa semaine à régler des problèmes d'organisation, ça a été notre cas, et on est complètement opérationnel en télétravail pour une petite task force présent au bureau, et on est à votre disposition. Alors, quels sont les différents niveaux d'information? C'est d'abord peut-être de l'information, vous avez mis en place un numéro vert? Alors effectivement, depuis le début de la semaine, on a mis en place un numéro vert, le 09 69 370 240, qui a pour objectif de venir effectivement donner le premier niveau d'information. Ce que l'on conseille malgré tout aux dirigeants d'entreprise et à nos interlocuteurs, c'est 2 choses. Soit on se connaît déjà, ils ont déjà des relations avec BPI France, auquel cas je les invite à contacter directement leur chargé d'affaires habituel. Soit on n'a jamais eu d'échange, auquel cas le plus simple, c'est de se connecter sur bpifrance.fr, de laisser ses coordonnées pour être rappelé très très rapidement. Et donc, vous intervenez aussi là beaucoup en garantie, c'est ça? Alors, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Le premier qui concerne le financement en cours des entreprises, soit chez BPI France, soit auprès des partenaires bancaires qui s'exprimeront, je crois, après moi. Le premier sujet, c'est le report des échéances déjà prévues. Pour ce qui concerne BPI France, de façon automatique, les échéances sont reportées sur 6 mois, capital plus intérêt. Donc ça, c'est automatique. Le deuxième, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'en faire la demande, c'est ça? Exactement, pour ce qui concerne BPI France. Concernant les financements bancaires garantis par BPI France, là, je laisserai les partenaires bancaires s'exprimer. Nous, là-dessus, on s'engage à maintenir notre garantie sur d'éventuels réaménagements sans coût ni frais de dossier, etc., gratuitement. Donc voilà pour le premier point. Effectivement, comme vous le disiez, le deuxième sujet concerne les nouveaux dispositifs de garantie. Alors, il y a des dispositifs de garantie sur le renforcement de la trésorerie. Donc, on vient garantir le banquier qui va mettre en place un crédit à moyen terme pour soutenir la trésorerie, mais également du court terme, donc sur des garanties de lignes de crédit confirmées. Donc, dans les 2 cas, on est capable de garantir à 90% les PME et les ETI. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que c'est quand même un sujet technique. L'important, et c'est le message aussi que je veux faire passer ce matin, c'est que les chefs d'entreprise se rapprochent de leurs partenaires bancaires habituels, qui les suivent au quotidien, pour discuter avec eux voilà, des meilleures solutions à trouver dans un premier temps, dans cette phase un peu d'urgence, et puis sur une échelle de temps un peu plus longue. Hier soir, on est un peu en temps réel aussi à notre niveau, hier soir est sortie la garantie d'État que le président de la République avait évoquée lors de son allocution du début de semaine. Donc l'État met en place une garantie de 300 milliards d'euros qui sera automatisée pour les partenaires bancaires. Là non plus, je ne rentre pas plus dans les détails, mais on a une vraie force de frappe qui permet de garantir les nouveaux concours bancaires à hauteur de 90%. Dernier point. Allez-y, je vous en prie. Point qui concerne non plus la garantie, mais les nouveaux dispositifs de financement par BPI France aux côtés des partenaires bancaires. Le premier, c'est le prêt Atout, jeu de mots, dont l'objectif est de venir octroyer un crédit à moyen terme sans garantie pour les entreprises. TPE, PME, ETI, idéalement en cofinancement bancaire, hein, c'est ce qu'on vient rechercher,
et sur une durée comprise entre 3 et 5 ans, avec 6 à 12 mois de différé d'amortissement. Ça, c'est opérationnel dès maintenant. À voir soit avec son partenaire bancaire dans une logique de cofinancement, soit avec nous pour qu'on puisse échanger dans un second temps avec le banquier. Deuxième sujet qui est spécifique à la région Pays de la Loire, c'est ce qu'on appelle le prêt rebond, qui a été officialisé pas plus tard qu'hier. Donc la région des Pays de la Loire nous a octroyé une enveloppe nous permettant de réaliser plus de 30 millions d'euros de prêts rebond, dont les caractéristiques synthétiques, c'est 10 300 000 euros de financement, 7 ans, dont 2 ans de différé, là aussi sans garantie, mais cette fois à taux zéro et dans l'objectif de compléter des plans de financement. Voilà de façon très synthétique, à l'instant présent, les différents dispositifs. Je ne rentre pas volontairement dans les détails, je pense qu'on pourra vous faire parvenir dans la foulée des éléments, des fichiers plus précis. Ce que je voudrais passer comme message, c'est d'une part de ne pas hésiter à nous solliciter par les canaux que j'ai exprimés et surtout de discuter de façon commune avec les partenaires bancaires habituels de l'entreprise. Merci Mathieu Defresne pour ce premier niveau d'éclairage. Et effectivement, oui, je crois que vous avez la possibilité de faire passer des fichiers qui détaillent chacun des dispositifs pour les personnes qui seraient intéressées. On poursuit avec vous, Laurent Malek. Un premier mot peut-être pour dire que voilà, l'ensemble de la place bancaire est sur le pont malgré les mesures de confinement qu'on peut avoir aujourd'hui. Votre micro, Laurent Malek. Malek, on vous entend pas. Rebranchez votre micro. Non, on ne vous entend toujours pas. Ça fait partie des joies du direct. Donc là, on a effectivement, il est important que chacun coupe son micro quand il ne s'exprime pas, mais il faut penser à le rebrancher, comme ce que je n'avais pas fait tout à l'heure, pour qu'on vous entende. Laurent, on ne vous entend pas. Alors, je ne sais pas, le temps peut-être que vous trouviez la solution pour revenir avec nous. Je vous laisse quelques minutes pour trouver la solution et je vous propose, voilà, à côté des banquiers, effectivement, on a tous les conseils qui sont à vos côtés habituellement et qui, là, plus que jamais, sont mobilisés. C'est le cas pour vous, Bertrand Cristallini. Vous êtes tout de suite mobilisé pour informer et rassurer vos clients. Vous leur dites quoi aujourd'hui ? Ah, alors je ne vous entends pas non plus. C'est bon, j'ai réactivé. Ah, vous m'entendez ? Oui, je disais, voilà, vous êtes mobilisés effectivement depuis la première heure pour être aux côtés de vos clients. Vous les appelez, vous leur dites quoi ? Alors, moi, donc on est mobilisé avec tout le cabinet, comme tous les experts comptables et commissaires aux comptes vis-à-vis de nos clients. Donc, on les a tous appelés, on a envoyé des mails et on les a tous en ligne. Alors, moi, on a fait un plan d'action au niveau du cabinet. La première chose qu'on évoque avec les clients, c'est bien évidemment faire un plan de trésorerie à 6 mois. Il faut absolument faire un plan de trésorerie avec toutes les charges fixes. Je rentre un peu dans le détail, mais je pense que c'est important aujourd'hui. Alors, dans les charges fixes, j'inclus bien évidemment aujourd'hui les salaires, puisqu'il y a le chômage à temps partiel, mais on l'évoquera peut-être après. On ne sait pas dans quelles conditions il sera indemnisé. Je mets aussi les prêts bancaires, sachant que les prêts bancaires, normalement, sont bloqués pendant 6 mois, comme l'ont confirmé les banques et la BPI. Ensuite, je mets une troisième partie qui sont les loyers, puisque les loyers, normalement, devraient aussi être bloqués. Voilà. Et en intégrant toutes ces charges fixes, donc on prend toutes les charges fixes et on retire ces 3 pavés et je regarde combien
de mois on peut tenir. En gros, si j'ai 100 de charges fixes, je dis à mes clients, il faut au moins avoir 4 mois de charges fixes d'avance, parce qu'on ne sait pas combien de temps la crise va durer. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est au moins de travailler sur un plan de trésorerie. Et après, je crois que vous êtes Oui. aussi dans une logique de leur dire, enfin, d'agir en responsabilité, garder confiance et bloquez pas la machine. Exactement. Alors moi, c'est un des premiers mots que je dis à mes clients, c'est aujourd'hui, il y a le crédit bancaire, les banques jouent le jeu, hein, ça faut être clair, hein, faut les remercier parce que sans elles, aujourd'hui, je pense que le système s'effondrerait. Mais il y a aussi le crédit interentreprise. Aujourd'hui, le crédit interentreprise, c'est le financement entre les entreprises. Si aujourd'hui tous les clients bloquent les règlements fournisseurs, ça va être une catastrophe. Donc, je dis simplement à mes clients, si vous avez de la trésorerie aujourd'hui, vous faites votre plan de trésorerie et vous essayez quand même de régler une partie de vos fournisseurs, puisque sinon la chaîne va se bloquer. Donc, aujourd'hui, le crédit interentreprise, pour moi, est vraiment l'élément essentiel, parce que si tout le monde bloque les règlements, on va se retrouver face à une impasse. Et même avec le soutien des banques, je pense que ça ne passera pas. Donc, premier message, ne bloquez pas les règlements fournisseurs. Ne bloquez pas tous les fournisseurs, voilà. Ensuite, dans les mesures qu'on évoque avec les clients, il y a d'autres mesures. Oui. On avait un problème de micro. Oui, les impôts et les charges sociales. Alors, au niveau des impôts, aujourd'hui, ils nous parlent que d'impôts directs. Alors, quand on parle d'impôts directs, c'est quoi? C'est l'impôt sur les sociétés. Donc, les sociétés ont payé un IS au 15 mars, ils ont pu le bloquer ou ils peuvent se le faire rembourser par l'État. Ça, c'est pour les sociétés qui payent l'IS. Ensuite, sur la TVA, aujourd'hui, la TVA n'entre pas dans le dispositif de blocage. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est de toute façon déclarer la TVA et demander un étalement, mais il ne rentre pas dans le dispositif coronavirus. Voilà. Donc, pour l'instant, il faut continuer à faire ces déclarations de TVA. Exactement. Et à les payer pour ceux qui peuvent. Et les cotisations URSSAF? Alors, les cotisations URSSAF, elles ont pour l'essentiel, elles sont bloquées. Hein, les URSSAF accordent le blocage des cotisations du mois de février. Donc, quand on dit du mois de février, c'est sur les salaires de février payés en mars. Aujourd'hui, on a quand même des retours sur l'URSSAF en disant qu'il n'y a pas de problème, mais que ça sera pour le moment réétalé sur 6 mois. J'ai quelques dossiers où j'ai eu ce retour-là. Je pense que de toute façon, ils reverront certainement leur position, puisque comme la crise va quand même durer quelques semaines, à mon avis, on aura le même effet au mois d'avril. Donc sur l'URSSAF, vous bloquez les charges sociales pour ceux qui peuvent ne pas les payer. Après, il y a beaucoup de questions sur le télétravail. On viendra après au chômage partiel, mais sur le télétravail, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le salarié peut demander de lui-même de se mettre en télétravail? Est-ce que c'est l'entreprise qui le propose? Est-ce que vous avez des réponses par rapport à tout ça? Alors là, j'ai pas de réponse sur ces aspects juridiques. Je pense que Jean-François répondra peut-être un peu plus. On verra avec Jean-François Yerle après. Ok. Autre point, sur les bailleurs, aujourd'hui, vous pouvez bloquer les loyers, normalement. Donc, après, il faut quand même se rapprocher de son propriétaire, hein, parce qu'il ne faut pas non plus, comme j'évoquais tout à l'heure, le mettre dans une situation d'impasse. Alors, sachant que normalement, les propriétaires, eux, vont avoir le même dispositif, c'est-à-dire que leurs prêts vont être bloqués pour certains, même pour la totalité. Donc, normalement, ça ne devrait pas avoir d'effet pour eux. Voilà. Et le dernier point que je voulais évoquer quand même pour les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même aussi qu'ils s'occupent d'eux, parce qu'il faut qu'ils protègent leurs finances personnelles. Moi, j'ai eu certains banquiers aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif propre aux personnes physiques, mais vous pouvez aussi vous rapprocher de vos banques pour éventuellement voir si vous avez des prêts importants à pouvoir les bloquer. Et je sais que certaines banques qui sont déjà autour de table là, ont déjà accordé des blocages de prêts. Voilà. Oui, parce que la question, c'est qu'on s'est beaucoup préoccupé des salariés, ce qui est normal et ce qui est bien, mais qu'aujourd'hui, les dirigeants eux-mêmes sont un peu dans l'incertitude quant à leur situation.
Exactement. Aujourd'hui, on nous parle d'un système d'indemnisation, d'indemnité de 1 500 € par mois, sauf que je pense que ce dispositif aujourd'hui ne concerne surtout que les artisans commerçants et éventuellement les dirigeants de TPE, mais on n'a pas la définition. Donc, malheureusement, les dirigeants TNS aujourd'hui ne sont pas couverts. Donc, ceux qui peuvent encore se payer sur leur société, tant mieux, mais ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui, on va être dans une impasse. Ce que je conseille peut-être pour ceux qui ont une prévoyance, et je pense que c'est la totalité des dirigeants quand même de TPE et PME, c'est de se rapprocher quand même aujourd'hui des caisses de prévoyance pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire de ce côté-là. Bon, est-ce que le gouvernement nous a dit qu'il travaillait sur cette possibilité-là, mais je pense qu'il y a tellement de sujets ouverts que aujourd'hui on n'a pas de réponse. Ouais, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tout bouge très vite, que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, qu'il y a beaucoup d'adaptations et que c'est ça, c'est ce flou qui est compliqué. Oui, exactement. Alors, ce qu'on vous dit aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain. Donc, il faut faire attention, il faut suivre l'actualité. Rapprochez-vous de vos conseils qui auront les informations en temps réel. Voilà. Merci Bertrand Cristanini. Laurent Malek, si vous avez retrouvé votre micro, je veux bien revenir vers vous. Vous êtes là? Allô? Ah, non, moi je vous entends toujours pas. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres. Alors, je ne vous entends pas. Bon. Alors, on va vous laisser régler cette question de micro. Et du coup, Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, moi. Voilà, je suis désolé, c'est les joies du technique. Ouais. Oui. Là, je vous entends. Bon, super. Je disais tout à l'heure que, évidemment, la place bancaire reste mobilisée, elle est sur le pont. Donc, vous pouvez nous le confirmer. Oui, c'est déjà la première chose que je voulais faire, c'est remercier, profiter de ce moment pour remercier l'ensemble des collaborateurs des réseaux bancaires qui répondent présents à l'appel de participation à cette crise et à la réponse à cette crise, pardon, à l'urgence économique, en étant présents dans les réseaux. De façon physique, alors évidemment avec toutes les mesures de sécurité et sanitaires adaptées, mais qui sont présents pour pouvoir répondre à l'ensemble des clients qui sont extrêmement inquiets. On le voit au travers des contacts téléphoniques qu'on peut avoir réguliers. Et les gens en plus qui nous appellent sont souvent, je dis bien souvent parce qu'il y a un petit bémol, les clients les plus en bout de course, alors qu'ils soient chefs d'entreprise ou particuliers aussi qui sont extrêmement inquiets. Et je profite aussi du moment pour dire, il faut vraiment, c'est un peu comme dans les urgences, si on veut, vraiment, enfin, je le dis humblement parce que c'est sans commune mesure, il faut vraiment que ce soit les gens qui soient en urgence, qui commencent à nous appeler parce que on va traiter les cas de tout le monde, mais il est entendu que l'entonnoir est quand même important et donc il faut le faire de façon proportionnée. Voilà. Mais ce que j'entends, c'est que si besoin, vous êtes toujours en capacité de recevoir vos clients en agence. Alors, on est en capacité de les recevoir en agence, mais c'est très honnêtement, ce n'est pas le conseil qu'on peut donner à tout un chacun. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est en train de mener un combat, tous, collectivement, la société, et on a des moyens qui nous permettent, par le téléphone, par des systèmes Skype, WhatsApp et je ne sais quoi, tout le monde est à peu près équipé maintenant, de communiquer, de mettre un peu de lien et de rompre l'isolement et d'apporter toutes les bonnes informations sur ces canaux. D'accord. Mais voilà. Donc, vous êtes mobilisés. On est mobilisés, et alors on est mobilisés pas que dans les agences. En fait, tous les dispositifs qui ont largement été évoqués par Mathieu Defresne avant pour BPI, mais en fait pour les banques, les reports d'échéance notamment, c'est la mesure principale, les reports d'échéance de prêt. L'ensemble de la place bancaire a décidé
de reporter les échéances. Capital plus intérêt pour les entreprises. C'est dans la lignée de ce qu'a annoncé la FBF d'ailleurs. Et il va de soi que ce type de dispositif inédit implique des développements informatiques chez chacun d'entre nous, des organisations chez chacun d'entre nous qui sont assez différenciées et qui sont lourdes. Donc, ce que je veux passer comme message, c'est d'une part, alors évidemment, excusez-moi, mais moi, avec la tonalité CIC Ouest, nous, on décide de le faire de façon systématique. Donc, on va mettre en place des dispositifs qui vont, entre guillemets, industrialiser le process. Pour autant, avec la majeure partie des clients entrepreneurs, pour autant, il va peut-être y avoir dans cette chaîne de traitement extrêmement compliquée des loupés, mais il ne faut pas avoir peur, on sera là en accompagnement et dans le cadre de ce que je viens de dire. Donc ça veut dire quoi? L'idée, c'est vraiment essayer de desserrer les taux, donner un peu d'air aux chefs d'entreprise qui, là, n'ont plus de chiffre d'affaires, qui rentrent et de manière assez brutale pour certains d'entre eux, c'est ça? Bah, évidemment, c'est ça. C'est d'assurer, de donner un ballon d'oxygène au moins sur ce qui est directement sous notre contrôle. Et puis ensuite, ensuite d'accompagner dans le cadre des dispositifs de renforcement de trésorerie les situations au cas par cas en fonction des situations qui nous seront présentées par nos clients que nous connaissons bien tous. Et là, par rapport au premier retour que vous pouvez avoir, il y a beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui dans une situation critique? Oui, il y en a énormément, mais comment pourrait-il en être autrement? Alors, évidemment, certaines d'entre elles étaient déjà, on va dire sur le fil avant, dans une configuration normale d'activité. Là, aujourd'hui, une certaine proportion de l'activité économique du pays est totalement à l'arrêt, avec des comportements parfois qui, je l'ai entendu juste avant, qui peuvent déséquilibrer l'ensemble du dispositif, avec certains clients qui ne sont pas en difficulté. Là aussi, j'en appelle à leur responsabilité, qui donnent des consignes pour rejeter l'ensemble des échéances fournisseurs. Donc, je pense que voilà, oui, il y a des situations qui sont vraiment extrêmement problématiques. On va faire ce qu'on peut pour apporter le carburant que l'on peut apporter, nous, à ce niveau-là. Il va de soi qu'ensuite, il va falloir que l'activité reprenne et que les choses rentrent dans l'ordre. Oui, donc l'important, c'est de continuer à alimenter la machine pour qu'on puisse redémarrer le plus vite possible quand on va sortir du confinement. Absolument, absolument. Alors, il y a aussi un dispositif, j'ai aussi entendu ça juste avant, c'est sur les loyers. Nous, alors, je ne sais pas ce qu'ont hésité les autres. Excusez-moi encore une fois, je vous dis ce qui est possible. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on fait. Sur le crédit bail immobilier, en fait, tout ce qui est équipement, on a pris la décision d'ores et déjà de différer trois mensualités de loyer et sur le crédit bail immobilier également. Ok, merci. Oui, pardon. Non, mais voilà. Donc, après, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de la place bancaire est évidemment en soutien de ses clients, qui constituent quelque part, enfin, il faut en être conscient, son fonds de commerce. Donc, on est quelque part solidaire. Alors, solidaire par envie, je vous le dis en tant que citoyen, et solidaire par nécessité également. Donc ça c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Maintenant, tout le monde, tous mes confrères sont sur ce tempo, sur un tempo d'accompagnement. Il faudra aussi ensuite bien vérifier que tout le monde, que les discours politiques, on va dire, suivent bien les actes. Merci Laurent Marek. Bien suivi d'actes. Voilà. Merci. Je vous invite à recouper votre micro pour éviter les bruits parasites. Et j'en arrive à vous, Jean-François Yerle, dans un contexte difficile.
Voilà. La difficulté, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est que tout bouge très vite, tout est fluctuant, on a un peu du mal parfois à savoir ce qu'on peut faire, pas faire. Donc, quel éclairage vous pouvez nous donner? Et puis, il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau des contrats. Donc, l'avocat que vous êtes est pas mal sollicité sur ces questions-là, sur les relations commerciales. Oui, bonjour tous. Effectivement, vous l'avez précisé et ça a été évoqué à plusieurs reprises, tout bouge. Je crois que on a déjà précisé que nos réflexions sont irriguées par le droit actuel et le droit va changer. Il va changer de façon temporaire, il faut évidemment le souhaiter puisque ça sera durant cette crise, on ne peut souhaiter qu'elle ne dure que très très peu, mais il va changer de façon très significative. Peut-être un préalable à nos discussions, puisqu'il y a des questions sur les loyers, sur les échéances autres, notamment sur l'application du droit. Il y a un projet de loi qui est en cours de discussion au Parlement. Il est à l'Assemblée nationale on vous entend de manière hachée, on ne vous entend plus du tout, Jean-François. Ah. Oui, je disais qu'un projet de loi... C'est OK là ? Un projet de loi est en cours de discussion. Vous m'entendez? Là, on vous entend, oui. Le projet de loi est en cours de discussion. Il va être adopté très rapidement. Il est à l'Assemblée nationale. Il a été voté au Sénat hier. Et ce projet de loi, c'est celui qui porte l'urgence sanitaire, le report des élections, du deuxième tour des élections municipales, bien sûr. Mais il est surtout, et pour les sujets qui nous intéressent, porteur de mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie du Covid-19. Au travers de cette loi, il y a tout un tas de dispositions qui vont être visées indirectement parce que c'est une loi d'habilitation. Donc on ne peut pas aujourd'hui connaître très précisément quel sera le cadre légal qui sera applicable, notamment au report des loyers évoqués, parce que ah, on vous entend de manière hachée, là on ne vous entend plus. Je vous ai perdu. Vrai, je suis navré, alors je vais... Là, allez-y. Voilà, je fais une... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là je disais donc que cette loi bien. est une loi d'habilitation. Voilà, c'est une loi d'habilitation, elle va être votée très rapidement et elle va permettre au gouvernement de prendre des dispositions rapides et très larges sur des domaines qui concernent toutes les entreprises. Et ces domaines seront, qui sont aujourd'hui réglés par des lois, seront modifiés par des ordonnances. Et donc, c'est le pouvoir exécutif qui va pouvoir très rapidement prendre des dispositions. Pour vous donner François, juste, je vous interromps, ça veut dire que concrètement, il pourrait y avoir des changements sur l'exécution des contrats, sur les règles qui s'appliquaient jusqu'alors pourraient évoluer. Tout à fait. Donc, ça soit dans les relations commerciales, des changements pourraient intervenir. Ah, on vous a perdu. Oui, Jean-François. Ah, on vous J'ai a un problème comme Laurent. Vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend, mais voilà, je pense que la connexion n'est pas très très bonne, alors on a parfois des coupures. Je suis désolé. Oui, pour répondre à votre question, si vous m'entendez, oui. Quelques exemples sur lesquels les nouvelles dispositions vont s'appliquer. Par exemple, pour les employeurs, parce que... On vous entend de manière, je ne sais pas pour les autres, mais on vous entend de manière hachée. Je vais couper, je vais revenir. Est-ce que c'est le micro? Comme ça, c'est mieux? Là, ça a l'air mieux. Ouais. Ça a l'air mieux. Alors, on va continuer comme ça. Désolé si ça vient de mon micro. Oui, cette habilitation va permettre au gouvernement de modifier des dispositions, par exemple dans le code du travail. Un exemple, modifier non, on vous entend. C'est plus un problème de connexion. Pardon, Jean-François. Je pense que c'est plus un problème de connexion que de micro.
Alors, je ne sais pas quelle peut être la solution. Est-ce que Quentin peut nous trouver une solution pour qu'on ait une meilleure connexion avec vous? Jean-François, je vous propose qu'on avance. Je vais passer au témoignage des entreprises, le temps qu'on trouve une solution pour qu'on puisse vous entendre de manière meilleure. Et puis, je reviendrai vers vous après parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de questions qui se posent aussi par rapport aux entreprises qui étaient déjà en difficulté ou qui vont l'être encore plus maintenant et qui auront besoin de se tourner vers les tribunaux. Mais je propose maintenant de donner la parole à nos deux chefs d'entreprise qui ont accepté de se mobiliser ce matin. Et je vais commencer avec vous, Karine Chénaud, voir comment ça se passe dans votre entreprise. Je resitue un petit peu, c'est une entreprise familiale, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2 métiers, un dans l'industrie et un dans le négoce, et 80 salariés. Et une situation avant cette crise plutôt saine, et je le dis parce que ça a aussi son importance par rapport à ce qu'on a pu entendre et le contexte dans lequel vous êtes. Alors, c'est quoi depuis lundi votre quotidien? Comment vous gérez cette crise, Karine Chénaud, dans votre entreprise Lambert Manufil? Bonjour à tous. Eh bien, depuis quelques semaines déjà, et a fortiori depuis lundi, c'est devenu assez compliqué et nous vivons au jour le jour. Sur les deux activités que vous avez évoquées, la situation est assez différente. D'une part, sur l'activité de négoce où des clients viennent habituellement enlever au magasin des commandes de clôture ou que nous livrons. Mardi, on était ouvert puisqu'on a la chance d'être dans des ateliers où les gens travaillent loin les uns des autres et qui sont aérés, donc on pouvait garantir la sécurité sanitaire de nos collaborateurs. Donc on était ouvert, sauf qu'au fur et à mesure de la journée de mardi et la journée de mercredi, on s'est rendu compte qu'en fait on avait zéro activité, ni sollicitation client, ni passage client, et aucune livraison possible, puisque au fur et à mesure nos clients paysagistes fermaient. Et donc progressivement sur 5 agences, 4 dans l'Ouest et 1 à Paris, et bien jusqu'à hier soir, j'ai dû fermer les unes après les autres les agences, faute d'activité commerciale. Sur la partie industrielle, on était aussi ouvert mardi. Alors je précise que toutes les personnes qui pouvaient être en télétravail le sont depuis le début de la crise. Et par contre, dans nos ateliers, les gens sont là, parce qu'en production, aucun télétravail forcément n'est possible, ni en logistique. Et là, l'activité a continué et pour l'instant, on a quelques jours de boulot devant nous et on a même des clients donc, qui sont dans l'industrie qui sont plutôt ouverts, qui continuent eux de leur côté à produire aussi et qui nous demandent la continuité de service. Notamment des centres de tri pour la gestion des déchets. Hein. Nous, on vend du fil pour cercler les balles de déchets, la grande distribution aussi. Et donc, dans ce cadre-là, en garantissant, puisque bien sûr c'est notre priorité, la santé des collaborateurs, on a pu continuer à produire. Par contre, c'est vrai que tous nos clients qui sont dans le négoce de bâtiments sont fermés et nous ne pouvons pas livrer les commandes qui étaient prêtes. On a également des problèmes de transport, puisque soit les transporteurs sont en effectif réduit de leur côté, soit sont réquisitionnés, ce qu'on comprend très bien, pour les denrées alimentaires. Donc, toutefois, quand nos commandes sont prêtes et nos clients ouverts, on peut rencontrer quelques difficultés de livraison également. Et ça veut dire que là, depuis lundi, c'est s'adapter en permanence à la nouvelle donne, être proche des équipes, rassurer, sensibiliser, parce qu'il y a aussi pour vous, vous me disiez dans votre travail de chef d'entreprise plus que jamais, voilà, cette proximité avec les équipes, ce besoin de rassurer. Oui, parce que lundi, on s'attendait vraiment à ce qu'on nous dise restez tous chez vous, fermez vos entreprises. Et puis finalement, ça n'a pas été tout à fait le message de lundi soir. Donc, il a fallu aussi le mardi leur dire bon, pour certains d'entre vous, vous êtes encore là et moi avec vous. Mais il y avait beaucoup d'inquiétudes, ce que je comprends très bien. Leur famille était confinée et pas eux. Donc, on a passé énormément de temps aussi avec l'encadrement, à parler. Alors bien sûr, dans le contexte particulier où on est à 4 mètres les uns des autres dans l'atelier pour se parler, mais
c'est sûr qu'une grosse partie de mon temps en ce moment, c'est ça, c'est rassurer et expliquer pourquoi on ne peut pas complètement fermer. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment d'être bien informé aujourd'hui, vous, chef d'entreprise, sur les différents dispositifs d'aide, sur les différentes mesures qui peuvent vous accompagner dans cette période? Oui, c'est vrai que ça, je tiens à le souligner. On reçoit énormément de messages de tous les dispositifs, principalement par mail, bien entendu, hein, la BPI, notre CCI, notre fédération professionnelle, notre expert comptable, notre commissaire aux comptes, enfin, tout le monde est mobilisé pour nous envoyer au jour le jour toutes les informations qui nous sont utiles. Donc, je ne suis pas du tout en manque d'informations. En plus, par les réseaux d'entrepreneurs aussi, on trouve beaucoup de soutien. C'est important aussi pour nous de pouvoir échanger. Moi, je fais partie du CJD et tous les jours, on a une réunion de crise à plusieurs aussi pour pouvoir se parler et détecter d'éventuels dirigeants qui seraient en difficulté. C'est important aussi pour nous parce qu'on apporte un support à nos collaborateurs, mais nous aussi, on en a besoin parce que, comme tout le monde, on est avant tout citoyens et on s'inquiète pour la santé de tout le monde, nos familles, nous-mêmes, etc. Donc, ça fait du bien de sentir le soutien. Mais toutes les mesures qui sont mises à disposition des entreprises, on est assez bien informés. Et donc, dès mardi, on a aussi, avec un responsable financière, mettre en place les dispositifs, donc les reports d'emprunts. Donc, on a eu réponse de nos banques assez rapidement, presque immédiatement sur un accord. Et puis, on a mis en place aussi les reports de URSSAF et les reports fiscaux que l'on pouvait faire. Je ne me suis pas encore penchée sur la question des loyers. C'est à suivre. En fait, chaque jour, en fait, on apprend à utiliser le dispositif ou pas qui nous concerne. Ouais. Et ce que vous disiez peut-être pour conclure, ce qui est dur dans l'instant, c'est un peu la pression psychologique parce que vous êtes prise un peu entre plein de choses différentes, un espèce de flou et Oui, c'est vrai que depuis lundi, moi, ce que j'ai ressenti, alors c'est un peu moins vrai depuis hier parce que les messages ont changé sur les réseaux, mais c'est cette pression psychologique en disant on ferme ou on ferme pas. Finalement, la décision, elle se reporte sur le chef d'entreprise parce que les annonces n'étaient pas complètement claires. Et donc, depuis mardi, soit on est un chef d'entreprise qui ferme tout et qui potentiellement met encore plus en danger économique son entreprise parce qu'on n'est pas sûr que le chômage technique va être accepté. Soit on est un patron indélicat parce qu'on continue à ouvrir et donc on mettrait en danger la santé de nos collaborateurs. Ça, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à le vivre depuis lundi. Comme je disais tout à l'heure, nous, on a la chance d'être dans un atelier qui est très, très grand, où les gens ne se touchent pas, ne travaillent pas en proximité, qui est aéré. Donc, j'ai considéré que je pouvais continuer en ne mettant pas en danger la santé des collaborateurs. Et c'est vrai qu'il y a une pression autour pour nous dire est-ce que vous n'êtes pas inconscient et moi-même, je me pose la question, puisqu'on ne sait pas tout non plus sur ce virus. Donc, c'est très étrange. Le matin, quand je quitte ma famille, j'ai l'impression d'aller à la guerre. Je ne croise personne sur la route. Et puis, le soir, je reviens, l'impression de revenir du front. Je ne touche personne chez moi. Je suis en permanence en train de me laver les mains. C'est vrai que psychologiquement, c'est pas évident. Merci Karine pour ce témoignage. Je reviens vers vous, Jean-François Hyerle. Alors effectivement, on vous voit plus, mais normalement vous m'entendez. Vous avez coupé la caméra pour qu'on puisse mieux vous entendre. Et je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça. Donc on était, oui, sur la question des contrats avec des évolutions à venir. Vous étiez en attente, voilà, de précisions sur ces questions-là. Alors oui, peut-être c'était pour, donc désolé pour les suivis techniques, là. C'était pour préciser le cadre dans lequel on se situe, un cadre juridique. On voit qu'il y a une urgence sanitaire et aujourd'hui ça devient une urgence juridique, c'est-à-dire que le cadre dans lequel on se situe et sur lequel on raisonne va changer de façon temporaire, mais va changer et être modifié parce qu'aujourd'hui il y a une loi qui va être votée et cette loi va permettre au gouvernement de modifier des pans entiers de droit qui concernent les chefs d'entreprise et les modifications interviendront par voie d'ordonnance ou décret, hein, selon. Mais qui sont attendus pour quand? Dans les jours prochains. Donc on n'a pas notamment de précision sur les dispositifs
enfin la nature et les précisions sur les modifications qui seront apportées par ce nouveau droit. Mais pour vous donner les thèmes sur lesquels aujourd'hui les enjeux se cristallisent et qui demain feront l'objet de modifications, c'est par exemple dans les relations sociales, hein, bien évidemment les chefs d'entreprise y sont sensibles, c'est la pause des congés payés. La pause des congés payés, il y a une modification qui interviendra pour permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés, des réductions de temps de travail, des jours de repos. D'une façon générale, on voit bien que le souci sera d'aménager de façon urgente et unilatérale les conditions dans lesquelles le maintien des salariés en activité sera accru pour les chefs d'entreprise. Pour les questions de trésorerie, hein, nous avons également les sujets, ça a été évoqué, je crois que certains s'interrogent sur les loyers. Effectivement, on va avoir des dispositifs qui permettraient, hein, je dis permettraient, aujourd'hui je ne sais pas précisément quels seront ces dispositifs, mais de reporter ou d'étaler le paiement des loyers. Alors, ce n'est pas une annulation de loyer, hein, c'est un dispositif de report et d'étalement, et ça concernerait aussi les factures de fluide au locationnel. Donc, on voit par ces précisions que demain, nous aurons non seulement de la part, ça a été évoqué tout à l'heure, de la part des établissements financiers, des reports spontanés d'échéances, mais encore faut-il soit les recevoir, soit les solliciter. Mais nous aurons demain un dispositif sur lequel les entreprises pourront s'appuyer pour améliorer leur trésorerie, éviter les charges, hein, le paiement des charges. Et je l'évoquais tout à l'heure, il y a aussi effectivement la question des entreprises en difficulté qu'il était avant cette crise, celles qui vont l'être encore plus avec cette crise. Les relations avec les tribunaux, comment ça se passe aujourd'hui? Si je dois me déclarer en cessation de paiement, qu'est-ce que... Oui. Alors, la première chose à rappeler, c'est qu'aujourd'hui, l'activité judiciaire, et le tribunal de commerce est un tribunal, hein, d'abord, l'activité judiciaire des entreprises, et le confinement concerne aussi toute l'activité judiciaire. Seules des parties très spécifiques sont maintenues, notamment tout ce qui est relatif au droit pénal et à tout ce qui est comparution immédiate, et autres, mais l'activité ordinaire, on va dire, le contentieux général, est gelé. Les greffes ne sont plus accessibles physiquement. En revanche, on continue à travailler avec les greffes par voie dématérialisée, hein, pour l'activité de conseil, et ça fonctionne plutôt bien. Donc pour ce qui concerne les entreprises en difficulté, la première, c'est que l'entreprise a été l'objet d'une interrogation, je crois. Une entreprise qui est en plan de continuation, qui est une entreprise qui bénéficie d'un plan, n'a pas un statut différent de celui des autres entreprises. Les entreprises qui sont en cours de période d'observation ou qui ont des difficultés et qui souhaiteraient en faire part au tribunal, et je rappelle que une déclaration de cessation des paiements, théoriquement, c'est à faire dans les 45 jours d'une insuffisance de disponibilité, de trésorerie pour faire face à son passif exigible. Cette règle, on peut supposer qu'elle va être aménagée, on peut le supposer, mais je n'en ai pas encore la certitude, puisque ce seront justement les futures ordonnances qui régleront ces éléments. En tout cas, la loi d'habilitation permet aujourd'hui de dire que, évidemment, le droit des entreprises, procédure collective, hein, des entreprises en difficulté, va être aménagé. Et pour ce qui concerne l'accès aux mesures d'accompagnement pour les entreprises, ce qu'on appelle les mesures de prévention, et notamment la désignation d'un mandataire ad hoc pour négocier avec ses créanciers, ou plus encore une conciliation. Aujourd'hui, on est encore un petit peu dans une période transitoire, parce qu'on a d'une part, d'un côté, les mesures de confinement qui font que les accès aux greffes sont bloqués physiquement et qu'on ne peut pas accéder concrètement au tribunal, et d'autre part, le fait que, de ce point de vue, il y a le souhait de la chancellerie de maintenir une porte ouverte pour que les entreprises en difficulté puissent bénéficier de ces outils qui sont très efficaces
Donc aujourd'hui, on est encore un petit peu dans une période d'incertitude sur la façon dont ça va s'organiser. Ouais, néanmoins, c'est le moment peut-être de dire que ces éléments, ces procédures seront très utiles et évidemment à bien mobiliser et à bien concevoir dans la stratégie de chaque entreprise en fonction de sa situation dans le cadre de la sortie de crise. Parce qu'aujourd'hui, on est à quelques jours du début du confinement et du démarrage de la crise, et on peut espérer bien sûr une sortie à terme, et la difficulté est de prévoir le terme, mais on sait qu'il y aura aussi une autre période qui vient. Oui, merci Jean-François. Je sais vous auriez encore beaucoup de choses à dire, mais je vois qu'il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, si on veut donner un temps d'échange suffisamment long sur les questions, je vais avancer et je vais arriver vers vous, Vincent Galzin, qui avait accepté d'apporter votre témoignage en tant que chef d'entreprise. Votre entreprise chez SNM, 62 salariés, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, comment se gère cette crise? Avant que vous commenciez, je pense qu'il y a encore quelqu'un chez nous qui a oublié de couper son micro. Donc, on a un petit peu des bruits parasites. Donc, si chacun peut regarder s'il a bien coupé son micro de façon à ce qu'on ait une liaison meilleure. Vincent Galzin, oui, comment ça se passe chez vous? Bonjour à tous. Alors nous, c'est assez simple, on est complètement fermé. Ça a commencé il y a 3 semaines en fait pour nos missions export, puisque les Français et les Italiens n'étaient plus désirés en Afrique pour éviter la propagation. Donc nos clients du TP français nous avaient demandé de ne plus nous déplacer. Donc, moi, j'ai une équipe de 4 personnes qui fait l'export chaque mois, qui étaient confinées, enfin en tout cas qui n'avaient plus de mission à partir du mois dernier. On avait prévu, alors on avait un peu anticipé ce qui allait se dire, mais on avait anticipé plus violemment que le message assez pas très clair en tout cas de notre président, puisque on s'était tous dit qu'on serait en confinement total et finalement c'était pas la démarche. Donc il a fallu, c'était un peu le challenge de rebouger lundi soir et mardi matin pour prévenir nos clients que finalement nous pourrions être disponibles. Mais finalement, c'est eux qui nous ont dit de ne plus venir sur leur site, que ce soit des sites industriels ou des ports. Donc assez rapidement, tous les chantiers prévus se sont arrêtés un par un pour que l'on décide de garder finalement que 2 personnes en télétravail à partir de mardi midi. Et puis, d'un autre côté, j'avais aussi des demandes de droit de retrait de gens qui avaient peur, tout simplement, de gens dont certaines personnes sont affectées dans leur famille, notamment dans notre agence lyonnaise, qui est une région un peu plus touchée que d'autres. Donc voilà, on s'est arrêté mardi midi et j'ai un chantier qui se termine ce soir sur le Grand Paris à la demande de la mairie de Paris, où j'ai 2 collaborateurs qui ont accepté de s'y déplacer. Mais nous sommes complètement à l'arrêt parce que nos clients se sont arrêtés, à l'arrêt parce que nos fournisseurs étrangers ne nous livrent plus de pièces. Donc on n'a pas vraiment d'autre choix. On s'est posé la question avec mon associé de maintenir un minimum d'activité. Est-ce que c'était éthique? Est-ce que ça ne l'était pas? Est-ce qu'on devait jouer notre rôle, comme l'a dit Karine tout à l'heure, de stopper du virus ou bien de notre rôle économique avec l'entreprise? Clairement, c'était pas simple. On avait plutôt décidé d'arrêter. Donc voilà, alors on s'est mis en place assez vite sur les mesures qui ont été données dès lundi et mardi sur les cotisations URSSAF, sur le chômage partiel. Et puis on fait une petite task force après la réunion pour notre plan de trésorerie dont Bertrand a parlé tout à l'heure, pour faire toutes nos demandes, puisque nos partenaires bancaires nous ont appelés hier nous précisant l'arrêt des crédits baux et des crédits pour une période de 6 mois. Alors, Laurent Malek a dit 3 mois tout à l'heure. Moi, j'ai eu une information de 6 mois. Voilà, je veux bien la précision, elle est importante. Oui, c'est 6, pardon. Oui, justement, j'en profite pour corriger. C'est 6 mois sur les crédits baux immobiliers. C'est ça, c'est 6. Merci.
Voilà, et puis il nous reste plein de Vincent, questions. juste 2 secondes, avant que vous poursuiviez, il y a encore quelqu'un qui a son micro ouvert. Alors, je pense que c'est vous, Jean-François Yerle. Est-ce que vous pouvez vérifier que votre micro a bien été coupé? C'est coupé. Maintenant, c'est coupé. Ok, super. Vincent Galzin, oui, pardon. Oui, donc du coup, nous, on a décidé de faire appel à peu près à tous les dispositifs qui allaient se proposer, sauf si évidemment le BTP avait ordre de continuer à travailler, auquel cas nous remettrions des équipes en place. Donc on attend les nouvelles et on va s'adapter. On a décidé de continuer à payer nos fournisseurs. Parce qu'il faut que l'économie continue à fonctionner, et deux, parce qu'on veut préparer demain. On est assez persuadé que la crise de la conjoncture du moment ne bloquera pas, comme en 2008, la reprise de l'activité dans les 3, 4, 5 mois. Donc on veut être prêt à repartir très vite. Voilà, on a aussi Donc, plein de vous avez questions. le sentiment qu'on n'est pas du tout dans le même cas de figure que 2008 et que voilà, c'est un mauvais moment à passer, que c'est violent, mais que malgré tout, derrière, on va rebondir. Alors, c'est forcément un vœu pieux, hein, mais en tout cas, l'activité qu'on avait depuis le début de l'année et les prévisions de nos clients nous laissent croire que l'activité était bonne, les demandes étaient fortes, donc toute la sous-traitance de nos clients autour l'était aussi, et de fait, on peut penser que ça va reprendre assez rapidement. Avec les aides qui sont mises en place, ça devrait faciliter les choses. Pour autant, le sujet, c'est le ici et maintenant. Et il y a plein de questions qui se posent. En effet, on nous a dit qu'il faut faire du chômage technique et on a été obligé de le faire assez vite. Et hier, lors d'une discussion avec un collègue qui me disait, mais tu sais, tu as le droit de faire poser les congés à tes collaborateurs et leur RTT avant de les mettre au chômage partiel. Alors que j'avais une information contraire en début de semaine. Jean-François Yerle parlait tout à l'heure de l'après, mais est-ce que c'est possible maintenant? J'imagine que c'est des questions qu'on abordera tout à l'heure. Oui, ou peut-être Jean-François Yerle, vous pouvez répondre si vous avez la réponse à cette question. Jean-François? Je n'ai pas la réponse à cette question à cet instant. Bon, on verra tout à l'heure si quelqu'un peut apporter cet éclairage, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se posent cette question aujourd'hui. Donc voilà, nous, on est dans cette situation. Les sites sont fermés et on attend un peu les consignes et voir ce qui se passe. Et on fera appel, tant que faire se peut, à tous les dispositifs mis en place, évidemment. Et merci effectivement à nos partenaires qui sont très, très présents dans l'information et dans le soutien. Ouais. Merci Vincent Galzin. Ce qui m'amène à vous, Maurice Bourrigaud. Je reviens du côté du banquier. Donc, quel est votre regard sur ce moment vraiment si particulier qu'on traverse, et peut-être avec malgré tout un message d'espoir, et ce qui rejoint un petit peu ce que disait Vincent Galzin sur cette crise? On n'est pas du tout dans le même cas de figure que 2008. Oui, bonjour Florence, bonjour à toutes et tous. Il y a des points communs avec 2008 et il y a des points très très différents. Tout d'abord, je voudrais vous dire ma totale solidarité et aussi beaucoup d'empathie et beaucoup de sympathie pour ce que tout le monde vit. Évidemment, je le vis comme chef d'entreprise aussi, puisque nous avons 400 sites qui sont quasiment tous ouverts, et ils ont été toute la semaine, et 3000 collaborateurs, donc 80% sont au travail, soit sur site, en plus de 70%, soit en télétravail. Maurice Bourrigaud, on vous entend pas très très bien, pas très distinctement. Alors, est-ce que vous pouvez parler peut-être plus fort? Eh bien, je vais parler plus fort un peu. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. Bon, alors, tout le monde doit bosser. C'est la règle numéro 1 et c'est ce qu'on s'applique à faire dans les banques en général. Voilà ce que je voulais dire en premier, parce que non seulement nous sommes une fonction essentielle, mais parce que toutes les règles concernant la santé des salariés et les relations sociales sont animées en ce moment, nous font lutter contre ce soi-disant droit de retrait, alors même que nous mettons en place toutes les mesures barrières qui sont préconisées, du lavage des mains à la surveillance des salariés dans les cafettes quand il y en a,
la bonne distance, se moucher dans le coude et avoir à disposition du savon. Ça, c'est une obligation pour une entreprise de mettre à disposition du savon. Quand on a fait ça, on a fait ce qu'on doit. Donc, les gens doivent bosser, c'est la règle absolument numéro 1. Oui, il y a des questions d'éthique, oui, il y a des questions d'angoisse, oui, il y a des questions psychologiques qui se posent. Il nous faut à la fois du sang-froid, en tout cas dans mon métier et dans celui de tous les chefs d'entreprise, mais il faut de la rassurance. La rassurance, c'est de poser un cadre et de s'y tenir. Une fois qu'on a fait ça, il y a un constat qui est très, très net. La mise à disposition d'espèces sur le territoire, c'est 100%. On a eu un peu peur dimanche parce que les retraits sur les GAB ont augmenté de 17%, et puis ça s'est beaucoup apaisé dans les jours qui ont suivi naturellement. Le sujet, c'est l'arrêt de l'économie. 70% de nos TPE n'ont pas fonctionné cette semaine. 70%, c'est 70% du chiffre d'affaires, toute chose égale par ailleurs. Donc, en effet, le pays est à l'arrêt sur énormément de choses. Et la question que vous posez, Florence, c'est l'enchaînement avec ce qu'a dit Vincent. Oui, ça va repartir. La crise, elle a 4 caractéristiques. Elle est totalement inédite. Ça n'a rien à voir avec les crises de 90, 92, 2007, 2008. Ça n'a rien à voir parce qu'elle est mondiale, ultra violente et très temporaire. La temporalité qui est intéressante parce que tout ce qu'on fait là, je dois juste préciser une chose. Non, les crédits ne sont pas bloqués pendant 6 mois. Ce n'est pas la bonne façon d'appréhender le sujet. Sur une liste fournie par l'État avec des codes NAF précisément délimités, toutes les banques se sont engagées à accorder un report automatique capital plus intérêt de 6 mois. Et ça démarre aujourd'hui pour une banque que je connais mieux que les autres. Donc ça démarre partout. Et c'est extrêmement concret, c'est bien un report de 6 mois. Et dans 6 mois, on aura un nouveau tableau d'amortissement dans lequel on constatera qu'il y a une nouvelle échéance pour la durée restante à courir, reportée de 6 mois. Mais donc là, c'est donner de l'air dans l'immédiat. C'est donner de l'air. La deuxième façon de donner de l'air, c'est que tous les codes APE, ils sont très nombreux qui ne sont pas visés par cette liste fournie des codes NAF précisément délimités. Pour tous les autres, on va appliquer le même raisonnement, mais en sur-mesure. D'industrialiser, beaucoup de choses, mais on sera en sur-mesure systématiquement. Évidemment, on va travailler par métier. Par exemple, le métier de la pêche n'est pas dans la première liste. Évidemment que pour nous, c'est extrêmement important que les marins-pêcheurs, les mareyeurs, les conchyliculteurs, etc., qui n'ont pas de débouché aujourd'hui, ils soient considérés de la même façon. Cette mesure-là, elle est ultra importante, mais il y en a d'autres. Par exemple, la consolidation de trésorerie. Les couverts peuvent être consolidés et amortis sur plusieurs mois et avec le bénéfice d'une garantie pour le chef d'entreprise, une garantie de BPI, ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a des mesures extrêmement simples qu'on va mettre en place au cas par cas, mais avec des raisonnements très simples. Par exemple, la fourniture d'un crédit amortissable correspondant à 3 mois de chiffre d'affaires. Ça, ce sont des mesures extrêmement simples parce qu'on a la conviction, et je vais essayer, si vous voulez bien, en 2 minutes, de vous expliquer pourquoi. On a la conviction que c'est très temporaire. C'est très violent. Et dit, parce que les bourses qui chutent comme une pierre qui tombe, ce n'est jamais arrivé. Parce que les taux d'intérêt qui se tendent, ce n'est jamais arrivé. La France empruntait à moins 36 centimes le 9 mars. Hier, elle empruntait à plus 38 centimes. La crise de la dette, elle doit être évitée absolument. Tout est fait. Vous voyez les gros paquets qui sont mis, la Banque centrale européenne qui dit 750 milliards, ça veut dire que les mesures sont très, très, très exceptionnelles à la hauteur d'une économie de guerre. Le mot était beaucoup répété par Macron. En économie de guerre, on nationalise les pertes. On ne les mutualise pas, on les nationalise. Et donc, quand la France dit « je mets 300 milliards pour accompagner l'économie », ça correspond, si vous faites le calcul par rapport à 2000 milliards de PIB, qui est la somme des valeurs ajoutées des entreprises, ça correspond à peu près à 6 semaines d'activité. Je le fais très, très court. Et donc, il nous faut viser au-delà de 6 semaines. Pourquoi? Parce que la Chine, qui était totalement à l'arrêt, en 2008, 3% du PIB mondial, en pèse en 2019, 19%.
Donc l'économie mondiale est totalement dépendante de la Chine, comme Volkswagen est totalement dépendant de l'économie de la Chine, puisque 40% des ventes du groupe Volkswagen sont réalisées en Chine. La Chine était totalement à l'arrêt, vous le savez. Et la Chine est repartie, tout est reparti. C'est-à-dire qu'on refabrique des ordinateurs, on fait la queue devant les magasins Hermès qui s'amusent à diffuser sur les réseaux sociaux des petites vidéos où on voit la queue devant Hermès. C'est la même chose chez McDo, chez Starbucks et d'autres qui avaient tout coupé, qui avaient tout fermé. Tout est reparti en Chine et même CMA-CGM dit que 100% de ces porte-conteneurs sont mobilisés aujourd'hui et vont bientôt être pleins et vont reprendre la route des mers. Donc en Chine, tout est reparti et ça veut dire que ça va repartir partout à peu près au même rythme que ce qui a été vécu en Chine, qui a un temps d'avance, comme vous le savez. Je ne sais pas si l'Italie repartira, mais en tout cas, on voit bien qu'une crise financière en 2008, 2009, 2007, 2008 plutôt, on voit bien qu'il faut 5, 6, 7 trimestres pour repartir. La crise d'aujourd'hui, c'est une crise sanitaire, pas financière aujourd'hui. Les bourses surréagissent, je n'ai pas le temps d'expliquer longuement ce que ça signifie, parce que ce n'est pas votre sujet de trésorerie aujourd'hui. Mais les bourses surréagissent, même l'or a chuté parce qu'il y a des appels de marche, et tous ceux qui détiennent beaucoup d'or, il y a des appels de marche, c'est ultra temporaire. Quand l'obligataire est perturbé, les marchés boursiers sont perturbés, même l'or est perturbé, c'est le signe que c'est temporaire. La temporalité, c'est au moins un trimestre et demi, puisque en France, on prévoit, comme en Europe d'ailleurs, on prévoit un PIB en baisse peut-être de 2 points, 2,5 points au T2, au deuxième trimestre. Et il y a une incertitude sur le T3, il n'y en a pas sur le T4, compte tenu de ce qu'on comprend. Il n'y en a pas sur le T4. Ça va repartir. C'est pour ça que tout est mis en œuvre par les banquiers, par les assureurs, par tout le monde, pour que tout le monde soit au boulot, l'arme au pied, prêt à repartir. Le rebond, il arrive, il est à un horizon qu'on peut comprendre. Évidemment, on va multiplier à la fois les publications de résultats excellentes sur 2019, à peu près partout. On va multiplier les annonces hyper négatives sur l'activité de court terme. Et Florence, je le dis de façon posée, les journalistes aiment ces mauvaises nouvelles qui font vendre. Et il ne faut pas se concentrer là-dessus, il faut se concentrer sur comment on fait repartir avec son banquier, comment on survit dans cette période-là. On n'est pas en apnée, on apporte des solutions parce que de toute façon, 80% de nos clients ne pourront pas payer leurs échéances et des situations de trésorerie vont se tendre parce qu'eux-mêmes, leurs fournisseurs, ils doivent les payer. Et dans les fournisseurs, il n'y a pas que l'État qui ôte la pression des cotisations URSSAF et des impôts. Il y a un ensemble de choses. Les fournisseurs doivent payer les fournisseurs qui doivent payer leurs fournisseurs. Et dans une entreprise que je connais bien, on paie nos fournisseurs à J+5 et j'ai remis le mot d'ordre pour qu'on les paie à J+1, voire à J, parce que c'est possible la plupart du temps dès qu'on reçoit la facture. Cette chaîne de fournisseurs, c'est ce jeu de domino, il doit fonctionner et tous les chefs d'entreprise ont cette responsabilité aussi de faire fonctionner cette chaîne. Les banquiers sont là pour accompagner ces 3-4 mois qui viennent. Le rebond, il est là, il est visible déjà en Chine, il est visible déjà dans cette rupture colossale, absolument colossale et inédite. On est prêt, l'État l'a dit, la BCE l'a dit, à nationaliser les pertes, ça veut dire quelque chose de très, très, très fort. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais en tout cas… Vous êtes très clair et c'était très bien de vous faire intervenir à la fin pour recadrer les choses, resituer le contexte et ouvrir sur ce message d'espoir, dire que voilà, ce n'est que temporaire, c'est compliqué, c'est violent, mais derrière, on a des perspectives et on va redémarrer. Alors, je vous arrête là, Maurice Bourrigaud, parce que je vois arriver parallèlement beaucoup de questions par rapport à ce qu'on a pu entendre. C'est le plus important, mais je tenais à vous faire partager ma conviction aujourd'hui. C'est très, très factuel ce que j'essaie de vous dire, et je ne suis pas devin, je ne suis pas prévisionniste. Non, mais ce que j'entends, c'est ce qu'on a dit, ce que beaucoup ont dit aussi avant, c'est que voilà, il faut continuer à payer vos fournisseurs dans la mesure du possible, si vous êtes une entreprise en bonne santé, pour éviter que la machine s'enraye. Donc,
voilà, essayez tous de faire preuve de responsabilité. Je propose maintenant qu'on arrive à la partie questions-réponses et je vais passer le relais à Sébastien Chadourne et Anne-Sophie Bourrigaud qui ont vu le flot de questions arriver sur les smartphones par messagerie. Donc, beaucoup de questions. On va essayer d'en prendre un maximum et de vous apporter les réponses que vous attendez. Et les auditeurs ont aussi rebondi et ont apporté leur contribution tout au long de cette table ronde. Je classifierai les questions autour de, on va dire, quatre familles précises. Beaucoup de questions sur la partie mise en activité partielle, d'autres questions sur le financement, une autre question intéressante sur les relations clients et une dernière sur la gouvernance. Alors, on va commencer par la partie RH, on va dire. Une question sur le chômage partiel. Quelles sont les conditions pour faire basculer le statut d'arrêt de travail vers le statut de chômage partiel? Je prends le point, Sébastien, même si ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai pris la précaution de demander à des confrères spécialisés en droit social de m'assurer d'une certaine stabilité de la réponse. Sachant qu'on a, je te coupe 2 secondes, sachant qu'on a visiblement des messages contradictoires sur l'indemnisation du chômage partiel entre ministères et aussi concernant différentes filières. On a des filières, notamment le BTP, qui visiblement ne sait plus trop sur quel pied danser. Oui, je confirme. On a constaté aussi ça et les sujets de droit de retrait se doublent ici de difficultés parce qu'on constate, et a priori c'est les informations que nous remontent nos clients aussi, on constate que les donneurs d'ordre souhaitent arrêter les chantiers. Et de ce fait, la question de l'emploi des salariés se pose évidemment. Le sujet du chômage partiel ou de l'activité partielle, au jour d'aujourd'hui, s'apprécie de façon collective. C'est une mesure par essence collective, donc c'est pas une mesure aujourd'hui qu'on peut apprécier salarié par salarié. C'est un service, un département, une équipe, mais pas une personne. Cette règle, c'est celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle va changer? Peut-être, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, toutes ces dispositions vont connaître pour une durée déterminée, pour une sorte de parenthèse, un droit particulier qui va être connu, mais qui ne l'est pas aujourd'hui, qui va être connu puisque la loi d'habilitation va permettre au gouvernement de le faire, de modifier finalement le code du travail de façon rapide. Pour ce qui concerne le mix des sujets aujourd'hui entre RTT, congés payés et activité partielle ou chômage partiel, ce sont des sujets techniques sur lesquels je pense absolument indispensable de s'entourer avant de prendre des décisions. Donc que chaque chef d'entreprise en discute et sollicite son conseil et son avocat spécialisé en droit social parce que ce sont des sujets très techniques, engageants et aujourd'hui les règles ne permettent pas de s'affranchir de dispositions obligatoires. Y aura-t-il des dispositions rétroactives permettant de valider des pratiques antérieures? On ne peut pas encore le savoir et vous savez comme moi qu'en principe on évite les rétroactivités en droit. Ceci étant, parfois on valide des situations en cours, ce qui revient à parler à faire de la rétroactivité sans le dire. Mais pour ce qui concerne les RTT, je vous rappelle qu'il y a le Code du travail, mais aussi les accords collectifs qu'il faut vérifier. Donc on ne peut pas nécessairement aujourd'hui franchir des règles encore actuelles et applicables. Voilà ce que je peux à cet instant dire et effectivement constater, et c'est ce que me remontent mes confrères spécialisés en droit social, que selon les secteurs d'activité, on a des positions un petit peu différentes. Et aujourd'hui, la difficulté pour faire entrer dans le champ de l'activité partielle ou le chômage partiel, autrement dit, les salariés qui peuvent bénéficier d'une faculté de télétravail se rencontrent aussi. Dès lors qu'il y a la faculté de télétravailler, a priori, il y a des décisions de refus de prise en charge. D'accord. Merci. Une autre question. Si le chômage partiel n'est pas indemnisé dans notre profession, puis-je imposer à mes salariés d'utiliser leur congé payé dans un premier temps
pour assurer leur salaire? Et est-ce que la demande peut être rétroactive? Alors, si les congés payés, c'est là aussi une question très technique. Aujourd'hui, a priori, le nouveau droit va permettre effectivement ça. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que là, c'est une question de jours. Hein, ça va être applicable très rapidement. Les congés payés, on peut les modifier si le salarié a déjà posé ses dates. Si en revanche, il ne les a pas posées aujourd'hui, ça n'est a priori pas applicable, mais demain, on peut supposer que du fait de cette loi d'habilitation, les ordonnances permettront de façon unilatérale pour l'employeur de pouvoir le faire. Je le dis au conditionnel, ce seront des dispositions à vérifier et à lire dans le nouveau droit qui va être connu dans les jours prochains. D'accord. Une question tout aussi spécifique qui porte sur le droit de retrait. J'ai une activité de logistique de distribution. Quelle attitude face aux salariés qui demandent le droit de retrait alors que tout est mis en œuvre pour la sécurité sanitaire? C'est Comment pas simple, évaluer finalement Oui, le risque. C'est le paradoxe et Maurice Brigaud le soulignait à sa façon. C'est vrai qu'on a des positions parfois différentes d'appréciation de la réalité. On a le droit de retrait d'un côté, on a le devoir d'assurer pour l'employeur la sécurité de ses salariés, d'autre part. Et puis, on a aussi la nécessité, l'injonction d'être quand même en mesure de ne pas bloquer l'activité économique du pays. On voit bien que le paradoxe, il est entre ces droits qui, avec le confinement, mettent entre parenthèses toute l'activité et d'autre part, la nécessité de continuer notamment à exécuter des contrats, à exécuter des obligations commerciales et à assurer finalement à minima l'activité économique du pays dans cette période difficile. Je pense qu'il faut là d'abord beaucoup de responsabilité, mais aussi un peu de dialogue, de bienveillance. Je pense que c'est le moment aussi de rappeler que il y a des IRP, des institutions représentatives du personnel. On peut s'appuyer sur elles, on peut engager un dialogue constructif pour permettre d'aménager au mieux la situation en faisant en sorte d'organiser le travail pour éviter les situations à risque, en tout cas faire en sorte de donner satisfaction au mieux à toutes les injonctions auxquelles on est confronté à ce stade-là. La situation va sans doute évoluer aussi dans ce domaine, puisqu'il est aussi prévu dans cette loi d'habilitation des dispositions relatives au dialogue social. D'accord, merci Jean-François. Une question qui a déjà été abordée, et notamment Bertrand avait apporté son éclairage, peut-être que d'autres ont un retour à faire, une question sur les TNS, et je crois qu'il y en a beaucoup en ce moment qui nous écoutent. Le dispositif de 1 500 € d'indemnisation pour les TNS serait attribué à condition de prouver une baisse d'activité de 60 ou 70% versus l'année précédente. Est-ce qu'on connaît d'autres précisions justement sur ces conditions d'obtention de cette indemnisation? Je veux bien prendre la main. Non, on n'a pas de précision, mais ce que j'évoquais tout à l'heure, ça concerne à mon avis plus des indépendants, parce que prouver qu'on a baissé de 60-70% son chiffre d'affaires, sur le mois de mars, ça va être quand même compliqué, même s'il y a un arrêt d'activité sur les 15 derniers jours de mars. Donc c'est une mesure, à mon avis, qui va être au cas par cas. On attend des précisions. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est peut-être la solution de se rapprocher ces caisses de prévoyance pour les TNS et de voir avec eux. Est-ce qu'il ne faut pas se mettre en arrêt maladie? C'est une question qui est posée par un certain nombre de clients. D'accord. Merci. Peut-être dans le complément de Bertrand, dans la communication du ministère des Finances, il est mentionné une aide de 1 500 € pour les plus petites entreprises, les indépendants et les micro-entreprises des secteurs les plus touchés grâce au fonds de solidarité financé par l'État et les régions. Dans quelles conditions cette aide de 1 500 € sera attribuée, on ne les connaît pas précisément aujourd'hui.
Ok, merci Jean-François. D'autres questions sur un autre registre, la partie financement. Mathieu, est-ce qu'il serait possible de revenir sur les types de besoins que couvrent les deux prêts évoqués tout à l'heure, atout et rebond? Oui, effectivement. Alors, les besoins principaux, c'est des besoins de trésorerie, hein, tout simplement liés à la difficulté conjoncturelle, une situation de fragilité temporaire ou un BFR qui ne permet pas des conditions normales. Mais voilà, c'est vraiment le besoin de trésorerie ponctuel. Ok, très bien. Une question qui a été aussi posée, avec une réponse, je pense, rapide. Il y a effectivement une possibilité de suspendre les échéances pendant 6 mois de remboursement de prêt, et donc à la fois le capital et les intérêts. Et question sur le paiement de l'assurance. On est bien d'accord que le paiement de l'assurance est maintenu pour le coup? Oui, Oui, tout à fait. Je laisse Maurice répondre. Oui, non, mais oui, le paiement de l'assurance est maintenu. Le paiement de l'assurance, d'abord, il est en proportion de l'échéance assez faible, mais surtout, c'est une relation contractuelle qui ne peut pas être suspendue dans les mêmes conditions qu'une échéance de crédit. Et la garantie de chacun, c'est évidemment de payer ses échéances d'assurance, mais ça aussi, le banquier l'appréhendera dans l'examen de la situation de trésorerie de son client. Très bien, merci beaucoup. On va terminer sur 2 autres questions d'un autre type, mais très intéressantes. Une question sur la relation avec ses clients. Un client peut-il se prévaloir d'une prévision de perte à cause de la crise pour se désengager des devis déjà signés? Alors, je peux tenter d'apporter une première réponse, hein, sur le plan juridique. Je ne parle pas sur le plan commercial et de la relation qui peut se nouer avec un client et qui est toujours potentiellement sous discussion. Et un devis est signé, on est là dans une offre acceptée, a priori, donc je comprends un contrat. Le premier réflexe à avoir en matière contractuelle, d'une façon générale, qu'il s'agisse de ce cas, hein, d'un devis ou d'un contrat en cours, c'est de le lire précisément et de lire tout ce qui a trait à ce contrat, notamment d'éventuelles conditions générales qui seraient applicables et qui ont été acceptées. Et là, la question, c'est comment doit-on agir et est-ce qu'on peut d'abord lire concrètement dans le contrat des choses qui sont relatives à la situation que l'on vit aujourd'hui. Une situation qui est temporaire, mais qui, par certains égards, est une situation marquée par un blocage parfois complet, parfois partiel. Donc l'impossibilité d'exécuter, c'est pas exactement le cas qui est visé là, hein, puisque c'est, je comprends, je peux exécuter, mais je vais avoir des conditions de réalisation beaucoup plus défavorables. C'est un cas. Hein, et dans cette hypothèse-là, alors là, du coup, on n'est pas dans le droit futur, mais dans le droit actuel. Il se trouve que le Code civil en 2016 a été modifié et il y a un dispositif que les juristes appellent de l'imprévision. Ce dispositif, c'est l'article 1195 du Code civil qu'on le trouve, et il vise précisément le changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, et on comprendra bien que le devis dans cette hypothèse a été émis et accepté avant la crise, pas pendant, parce que du coup, on n'est plus imprévisible. Et donc là, si ces circonstances rendent l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie, alors cette partie peut demander à ce qu'il y ait une renégociation infructueuse, en saisir le juge. Évidemment, on est dans une situation qui nécessite de prendre conseil aussi, et pour les devis importants, ça peut supposer une négociation qu'il faut apprécier compte tenu, encore une fois, des conditions contractuelles. Chaque situation est particulière, donc il ne faut pas s'affoler, mais il faut voir si, dans certains cas, c'est des cas de force majeure, d'autres dispositions aussi du Code civil que l'on peut appliquer, mais toujours avec la précaution de voir si le contrat a pris en compte, et c'est souvent le cas,
tel et tel événement ou telle et telle conséquence dans cette hypothèse. Donc, Merci, pour répondre à la Jean-François. question, pour essayer d'être synthétique, peut-être, et regardez le contrat et prenez conseil. Merci Jean-François. Dernière question qui porte sur la gouvernance. Et c'est vrai qu'effectivement, dans ces périodes-là, notamment au courant mars-avril, on a un certain nombre d'assemblées générales qui se tiennent. Question, comment fait-on pour tenir un conseil d'administration, d'arrêter des comptes, si on ne peut pas réunir à minima le nombre d'administrateurs pour avoir le quorum? Alors, je prends le point, mais je vais laisser ensuite peut-être réagir les uns et les autres. Première observation, il faut vérifier d'abord le droit applicable à la structure juridique dont on parle. Lorsqu'on parle du conseil d'administration, de quorum et de présence physique, on vise implicitement la société anonyme. Et donc effectivement, la société anonyme a cette particularité d'être exigeante pour arrêter les comptes. Le conseil d'administration, au plus tard pour les clôtures au 31 décembre, avant le 15 mai, il faut une réunion physique au moins de la moitié du quorum des administrateurs. Si tel n'est pas le cas, on ne peut pas délibérer. Et ça, on ne peut même pas délibérer avec un système de visioconférence, à supposer que les statuts le permettent. Mais en l'occurrence, là, l'ordonnance dont on parlait tout à l'heure a prévu de modifier, la loi qui habilite le gouvernement à prendre des ordonnances a prévu que ces ordonnances permettront de modifier ces règles qui simplifieront les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit et l'approbation et la publication des comptes et autres documents des personnes morales de droit privé. Et donc, on peut supposer que des dispositions permettant d'alléger ces obligations et de tenue de conseil d'administration à distance, un petit peu comme on le fait aujourd'hui, seront, nonobstant les dispositions statutaires, donc voilà une sorte de droit d'urgence qui va permettre de s'affranchir du contrat, donc des statuts, pour aller, et même de la loi actuelle en la modifiant, pour aller vers une solution pragmatique d'arrêter à distance. Et pour les assemblées générales, cette loi permettra aussi, dans l'hypothèse où on a des contraintes aussi fortes qu'en SA, de modifier ces règles, y compris la loi d'habilitation parle également d'adapter les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes. Donc, vous voyez que c'est non seulement la tenue des réunions, des assemblées générales aussi, mais plus encore. Et dernier point, si nous ne sommes pas en SA, mais que nous sommes en société par action simplifiée, par exemple, mode aujourd'hui très répandu d'organisation, les statuts permettent souvent des souplesses que la SA ne permet pas, et pour les SARL aussi. Dernier point, SA, SAS et SARL sont parfois... SA et SARL sont soumises à l'obligation d'approuver les comptes dans les 6 mois de la clôture. Nous avons, pour ces deux formes de société, la faculté de saisir le tribunal par voie de requête pour reporter la date de tenue de l'Assemblée générale. Mais là aussi, on peut supposer qu'on n'aura peut-être pas à le faire. Réponse dans les tout prochains jours. Pour les SAS, il faut regarder les statuts puisque ce n'est pas nécessaire de toujours se tenir dans les 6 mois et surtout, il n'y a pas d'obligation légale, donc il n'y a pas de dépôt de requête à envisager dans ce cas. Merci Jean-François. Ce Meetup Café du Boss touche à sa fin. Je vais passer la main à Anne-Sophie pour la conclusion. Anne-Sophie, à toi. Oui, bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas encore salués. On arrive au terme de cette séance de questions-réponses et on espère que ce moment vous aura éclairé face à cette situation inédite. Entre éthique et économie, on a compris que les décisions pouvaient parfois être très complexes. Si vous avez estimé que ce moment était utile et que vous aimeriez qu'on le renouvelle dans quelques jours ou dans quelques semaines selon les actualités, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vais faire un petit mot sur la façon dont Boss to Boss se mobilise face à cette situation. Et d'abord en expliquant pour ceux qui ne connaissent pas, Boss to Boss entoure les chefs d'entreprise dans leur réflexion et leur prise de décision stratégique par des regards croisés de dirigeants. C'est ce qu'on a fait ce matin notamment. On est donc un réseau d'entraide entre dirigeants d'entreprise et donc par nature solidaire et on se veut utile au territoire. Sur la photo que vous avez à l'écran, vous reconnaissez peut-être les associés de Boss to Boss, notamment Olivier de Marignan et Jean-Loup Racine, que vous n'avez pas entendus, mais qui sont bien là avec nous ce matin et qui ont été très impliqués dans la préparation de cette visioconférence.
Tous les quatre, on se mobilise et on souhaite nous rendre disponibles pour certains chefs d'entreprise qui auraient le besoin de regards croisés de dirigeants. On est prêt à accorder 1 heure par dirigeant qui le souhaiterait, gratuitement, sur des sujets sur lesquels nous pensons pouvoir être utiles. Pour cela, si vous êtes intéressé, nous vous laissons nous solliciter à travers le formulaire de contact de notre site boss2boss.net, en laissant vos coordonnées et le sujet pour lesquels vous souhaitez nous solliciter. Si ce sujet dépasse nos thématiques, par exemple sur une question technique à laquelle nous ne sommes pas légitimes, nous tâcherons de vous rediriger dans la mesure du possible vers les bons interlocuteurs. Et si cela est pertinent, nous vous proposerons un créneau d'échange avec un ou plusieurs d'entre nous. Je vais passer sur la page suivante, voilà. Pour terminer, enfin, je voudrais terminer par un immense merci à nos orateurs, Karine Chénaud, Lambert Ménufil, Vincent Galzin, Bertrand Cristalini, Jean-François Yerle, Mathieu Desfresnes, Maurice Brigaud, papa, et Laurent Malek. Vous avez répondu spontanément malgré vos agendas extrêmement chargés, et pour ça, merci. Merci aussi à Florence Lenevé pour sa disponibilité et son animation bienveillante, et puis sa gestion des temps morts liés aux problèmes techniques, bravo. Merci aussi à nos partenaires Réseau Entreprendre. Petit clin d'œil à Catherine Debord qui nous a aidé à répondre à une partie des questions, de vos questions. Merci aussi à NAPF et à API Ouest France pour avoir relayé notre événement sur leur réseau. Merci aussi à EFI Connect et LifeSize de nous avoir fourni la solution technique au pied levé. Tout ça s'est organisé très rapidement et la solidarité de tout le monde et la réactivité de tout le monde a permis de pouvoir gérer cet événement. Et merci à vous tous d'avoir été présents parmi nous ce matin. L'essentiel, c'est de rester connectés dans ces temps un peu perturbés. Nous nous permettront de vous adresser un email avec quelques informations techniques dans les jours à venir, afin que vous puissiez creuser les réflexions initiées ce matin. À bientôt donc, et prenez soin de vous.